Dis-le en mode diaporama, si vous m'entendez. Voilà, très bien. Et, d'accord, très bien. Diaporama, Hassan, pardon. Eh ben, c'est bon, c'est bon. Essaye de faire passer la... Non, non. Essaye de cliquer, faire passer la diapo. La diapo, oui. Reviens. Oui. Dis-le le titre avec les flèches. Eh bien, très bien. C'est avec plaisir que je t'annonce encore une fois. Par contre, c'est un peu sombre. C'est un peu sombre. Hein? Là, on est gourmand. Hein? On n'avait rien. Et maintenant, on voit partout. C'est mieux. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ah, il est très bien. Eh bien, professeur Sengouga, tu as la parole. Ah, il est très bien. Merci, donc, cher ami, cher frère Layada. Donc, à nos enfants, donc, un cours qui est très important. Ça rentre dans le cadre des urgences chirurgicales. On va étudier ensemble une pathologie en réalité qui est rare, qui est impliquée dans les douleurs abdominales aiguës. Et en particulier, comme type de description, nous avons aussi l'ischémie mésentérique aiguë. Avant de terminer donc ce cours, les objectifs pédagogiques du cours, donc l'étudiant doit être capable de définir une ischémie mésentérique aiguë ou bien à l'inverse une ischémie mésentérique chronique, connaître les différents signes cliniques évocateurs d'une ischémie mésentérique aiguë ou une ischémie mésentérique chronique, connaître les différentes étiologies et les facteurs favorisants de cette pathologie vasculaire propre au tube digestif. Et quel est le bilan minimum donc à demander en cas de suspicion d'une ischémie mésentérique aiguë ou une ischémie mésentérique chronique. Et à la fin, donc l'étudiant doit être capable d'identifier les situations d'extrême urgence et planifier leur prise en charge. L'intérêt de la question, donc l'ischémie mésentérique aiguë, elle pose un double problème. Donc, il s'agit en réalité d'une urgence, de l'urgence la plus urgente. Elle pose un véritable problème double qui est diagnostique à cause de l'absence de spécificité des signes cliniques imposant la réalisation d'examens complémentaires en raison de son polymorphisme clinique. Deuxièmement, la TDM abdominale est actuellement l'examen le plus performant permettant de poser un diagnostic dans les formes donc cliniques sombres. Troisièmement, l'angiographie diagnostique et thérapeutique ne doit pas être réalisée de manière systématique. Elle garde sa place lorsque des gestes endovasculaires de désobstruction ou lorsque le bilan tomodensitométrique, c'est-à-dire de scanner, est négatif. Sur le plan thérapeutique, donc il existe donc 4 étiologies qui dominent cette pathologie donc urgente, définie par 4 étiologies dans l'ordre suivant: l'embolie artérielle, la thrombose artérielle, la thrombose veineuse et l'ischémie mésentérique aiguë non obstructive. En réalité, on va le voir du point de vue étiologique, il existe 2 formes. La forme donc occlusive, où on voit les embolies artérielles, les thromboses et les thromboses veineuses, et les ischémies mésentériques aiguës non occlusives, qui sont dues le plus souvent à une diminution du débit sanguin. Deuxièmement, sur le plan donc prise en charge thérapeutique, cette prise en charge, elle dépend premièrement de l'étendue de l'ischémie, de la sévérité des lésions et de la précocité de la prise en charge. Mais quelle que soit la prise en charge, le pronostic donc reste sombre avec un taux de mortalité élevé qui est compris entre 30 à 95%. L'ischémie, donc on introduit cette question, je dirais que l'ischémie mésentérique, c'est une urgence abdominale souvent méconnue, même par les meilleurs chirurgiens et les meilleurs gastro-entérologues. C'est une cause rare de douleur abdominale. Elle est la conséquence d'une interruption ou d'une diminution du flux sanguin splanchnico-mésentérique, c'est-à-dire du point de vue physiopathologique. La sévérité et l'organe affecté dépend du vaisseau impliqué et du développement
de la circulation collatérale, l'ischémie mésentérique peut être artérielle, veineuse, aiguë ou chronique, occlusive ou non occlusive. L'ischémie mésentérique, elle touche avec une prédilection donc les sujets âgés et en particulier plus de 60 ans et en particulier de sexe féminin. Voilà une classification, donc une classification et les causes d'ischémie mésentérique de façon simplifiée. Il existe donc les ischémies aiguës et les ischémies chroniques. Alors les ischémies aiguës, on distingue deux types. Nous avons la forme occlusive où il y a un corps étranger dans le vaisseau et deuxièmement, donc une ischémie non occlusive. L'ischémie occlusive, elle est dominée par les embolies qui sont des caillots au niveau de l'artère ou bien les thromboses suite à un traumatisme abdominal, un foyer infectieux ou bien une dissection aortique. Deuxièmement, nous avons les ischémies non occlusives, c'est-à-dire ils sont dits en diminution du débit sanguin dans le vaisseau. Et troisièmement, les ischémies chroniques, donc qui se manifestent sur le plan clinique par des tableaux, des douleurs intermittentes, résolutives, puis la réapparition de cette douleur dans un délai donc varié de une semaine jusqu'à un mois. Voilà les différentes étiologies et les facteurs de risque de cette pathologie. L'embolie artérielle, les facteurs de risque sont les antécédents emboliques. En cas d'ACFA ou bien donc une arythmie complète par fibrillation auriculaire. En cas des valvulopathie, surtout donc les atteintes des valves donc cardiaques, surtout mitrales, les infarctus du myocarde récents et les cathétérismes vasculaires ou cardiaques récents, ou bien en cas d'inangiographie. Deuxièmement, les thromboses artérielles, donc c'est l'athérosclérose, dissection aortique, longueur intestinale, l'insuffisance cardiaque, la déshydratation sévère et et la chirurgie abdominale. Deuxièmement, les thromboses veineuses en cas de grossesse, parce que, pourquoi on a dit que cette pathologie, surtout la thrombose veineuse, elle est fréquente chez la femme, au-delà de 60 ans, le risque lié surtout la femme en rapport avec les hormones. Deuxièmement, les cancers, surtout les cancers donc pelviens et génitales en particulier, en cas de polyglobulie, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de globules rouges au-delà de la normale, en cas des tableaux donc septiques tels que l'état de choc suite à une péritonite, donc quelle que soit l'origine, gastrique, colique ou bien appendiculaire. Et les ischémies non occlusives, il n'existe pas, c'est-à-dire un obstacle à l'écoulement normal du sang. En particulier, c'est l'état de choc hypovolimique ou l'état de choc suite à une hémorragie importante. Pour faciliter donc la compréhension de ces étiologies, donc on a présenté les étiologies par un tableau donc qui résume les étiologies de cette ischémie mésentérique. Donc on distingue les étiologies de forme, c'est la forme occlusive où il y a donc un obstacle dans la lumière, et la pathologie non occlusive. Deuxièmement, dans les étiologies occlusives, on distingue donc les thromboses, les emboles, une compression extrinsèque ou bien une torsion à la suite donc d'une occlusion ou autre, ou bien une dissection telle que la dissection aortique. Deuxièmement, donc les étiologies non occlusives, on distingue en particulier si le bas débit à la suite d'un choc hypovolimique ou un état de choc. Du point de vue anatomique du système vasculaire digestif abdominal, il faut la bien connaître parce que cette vascularisation, elle est riche ou elle comporte deux réseaux. Le premier réseau, il est artériel surtout. Donc, artériel représenté donc le tube digestif, il comporte deux types de circulation. Nous avons la macrocirculation qui est née de l'aorte abdominale, et la microcirculation qui va vasculariser surtout des différentes tuniques ou bien couches de la paroi digestive.
Du point de vue donc de la macrocirculation, la circulation hépatosplénique est assurée par 3 troncs artériels principaux issus de la face antérieure de l'aorte abdominale, en particulier le tronc cœliaque qui va donner donc l'artère hépatique commune et puis l'artère donc droite hépatique et gauche, l'artère splénique, l'artère coronaire stomachique donc qui va vasculariser une partie de l'estomac. Ces vaisseaux-là sont destinés aux viscères susmésocoliques, c'est-à-dire les organes qui se situent au-dessus du côlon transverse. Deuxièmement, l'artère mésentérique supérieure, elle vascularise donc c'est les vaisseaux du pancréas, le duodénum, le jejunum, l'ilion et le côlon droit et transverse. Donc cette artère mésentérique supérieure, on va aller voir sur des schémas anatomiques. Donc elle vascularise une partie donc du rétropéritoine, c'est-à-dire derrière le péritoine, en particulier le pancréas, une partie du duodénum donc mobile et une partie du duodénum fixe, le jejunum, c'est-à-dire la partie proximale de l'intestin grêle et la partie terminale de l'intestin grêle, même le côlon droit et le transverse, on va les voir sur un schéma anatomique. Troisièmement, l'artère mésentérique inférieure, donc c'est l'artère qui vascularise surtout donc le côlon gauche et le rectum. Cette vascularisation se caractérise par la fréquence des variations anatomiques et la richesse des anastomoses, ce qui explique que certaines donc thromboses, elles peuvent avoir donc un retentissement sur le plan anatomopathologique et entraînent une ischémie, et d'autres donc qui n'entraînent pas parce qu'il existe donc ce qu'on appelle la suppléance de cette circulation donc principale. Deuxièmement, la microcirculation, elle comporte 3 circuits en parallèle, irriguant la musculeuse, la sous-muqueuse et la muqueuse. C'est-à-dire à partir d'un tronc principal, donc lorsque le vaisseau est donc il perfore la paroi donc digestive, il va avoir 3 destinées. Donc une qui va vasculariser la musculeuse, une deuxième qui va vasculariser la muqueuse et l'autre et la troisième donc la muqueuse. Voilà un schéma récapitulant donc cette vascularisation artérielle. Voilà, ça c'est l'aorte abdominale qui va ramener le sang oxygéné. À sa face antérieure, il y a ce qu'on appelle le tronc cœliaque. Le tronc cœliaque, à partir de cette tronc cœliaque, à droite va naître donc l'artère hépatique commune qui va se bifurquer et donner 2 vaisseaux, une artère gauche, une artère droite. Deuxièmement, il y a une autre artère, donc avant la bifurcation de cette artère hépatique commune, elle va donner donc une autre artère qui va descendre le long donc du duodénum qui s'appelle, c'est les artères gastro-duodénales, c'est-à-dire il vascularise une partie de l'estomac, donc une partie, et deuxièmement, il vascularise donc le duodénum. Troisièmement, donc une autre au niveau de la convergence de cette tronc cœliaque, il va donc naître aussi une autre artère à gauche, qui va cheminer le bord supérieur du pancréas et va donner la vascularisation splénique. Ce qu'on appelle, c'est l'artère splénique. Une autre artère, donc qui va naître à la partie inférieure de cette aorte abdominale, qui est donc l'artère mésentérique supérieure, c'est elle qui va vasculariser le deuxième duodénum, le troisième, la partie donc le quatrième duodénum, la partie proximale de l'intestin grêle, tout l'intestin, une partie du cécum, le côlon ascendant, une partie du côlon transverse. Voilà donc la répartition donc chirurgicale, cette répartition anatomique chirurgicale de ces vaisseaux avec la constitution des arcades péricoliques, et les arcades périgryliques. Voilà, ça c'est un schéma donc récapitulant la vascularisation artérielle. Deuxièmement, donc premièrement c'est la vascularisation artérielle. Deuxièmement, on va la vascularisation vineuse. La vascularisation vineuse, elle comporte 2 systèmes en réalité d'irrigation. Donc le premier système
qui constitués par les troncs vineux principaux sont parallèles aux axes artériels cités précédemment, en particulier la veine gastrique gauche, la veine splénique, la veine mésentérique inférieure et la veine mésentérique supérieure. Deuxièmement, le système veineux hépatique, c'est à cause de ça, on dit que le foie, il a une double vascularisation veineuse. Pour cela, la plupart des métastases qui surviennent, donc la fréquence des métastases au niveau du foie par rapport aux autres organes, le poumon, la rate ou bien le rein. Donc, c'est à cause de cette double vascularisation veineuse, de risque d'apparition de ces métastases. Voilà donc un schéma anatomique et donc récapitulant les différents, donc les deux systèmes de drainage de type digestif. Et en particulier, nous avons le tronc porte, la veine cave inférieure, la veine splénique, la veine mésentérique inférieure, la veine mésentérique supérieure. Donc derrière ça, il y a ce qu'on appelle le tout va se jeter dans la veine la veine porte. Du point de vue physiopathologique de la circulation splanchnique, c'est-à-dire pourquoi cet organe est prédisposé à faire des ischémies, des nécroses. Donc, il faut savoir que le territoire vasculaire viscéral représente le 1/3 du volume sanguin circulant total dans le corps, c'est-à-dire dont les 3/4 sont destinés au segment digestif, uniquement du type digestif. Donc, à partir de là, il faut déduire que la quantité de sang circulant dans la circulation de type digestif, elle est importante. La muqueuse digestive reçoit la majorité du flux sanguin intestinal. Le débit sanguin de l'intestin grêle augmente en période postprandiale. Cela explique l'horaire postprandial des douleurs dans l'angor mésentérique. C'est-à-dire pendant l'effort, c'est-à-dire en postprandial, il y a ce qu'on appelle le péristaltisme, donc il va augmenter pour faire progresser le bol alimentaire. C'est la raison pour laquelle, donc, en cas d'ischémie, la douleur surtout, elle est marquée en postprandial après un repas. Le quatrième point, le débit sanguin du côlon, le plus bas de tous les segments du type digestif, diminue en période d'activité motrice. C'est ça qui explique que la moindre diminution ou variation ou bien un obstacle sur le débit sanguin, l'intestin grêle, celui le plus sensible à cette anoxie. Par contre, le côlon, il peut résister, pouvant expliquer la gravité et l'extension de cette ischémie si elle n'est pas diagnostiquée précocement, surtout au niveau de l'intestin grêle. Donc, la circulation, ça sous-entend que la circulation splanchnique joue le rôle de réservoir sanguin de l'organisme. Une chute du débit cardiaque provoque une redistribution du sang en direction des organes nobles, c'est-à-dire le cœur, le cerveau, le rein, voire même parfois le foie, aux dépens de la circulation splanchnique. C'est-à-dire, c'est une séquestration du sang de tout le tube digestif, de cette circulation splanchnique, de cette circulation splanchnique qui représente environ le 1/3 du sang circulant, elle va être dirigée vers les tissus nobles, en particulier le cœur, le cerveau et le rein, pour éviter ce qu'on appelle donc les signes de souffrance de ces organes, parce que l'ischémie à ce niveau-là, donc elle est irréversible, elle va se manifester par des nécroses. Pour cela, comme conséquence sur le tube digestif et en particulier l'intestin grêle, il va souffrir par quoi? Donc une diminution du débit, donc qui va favoriser la constitution des petits thrombus qui vont boucher quelques vaisseaux. Il va y avoir donc l'apparition de l'ischémie, donc l'ischémie digestive. Une chute brutale du débit sanguin est ainsi un facteur de risque de constitution de lésions ischémiques digestives, en particulier l'intestin grêle et le côlon. Voilà donc l'histoire naturelle de la souffrance donc ischémique gastro-intestinale.
Donc, toujours, ça commence donc dans les étiologies occlusives. Donc, on va avoir donc la cause la plus fréquente, c'est l'occlusion artérielle par une embole, donc une embole au niveau du vaisseau, qui va entraîner donc une ischémie mésentérique aiguë. Cette ischémie mésentérique aiguë, si le débit sanguin n'est pas récupéré, cette caillou n'est pas détruite, donc on va avoir une installation d'une lésion anatomopathologique qui est la nécrose intestinale. Cette nécrose intestinale, elle peut être donc la cause d'une perforation, une rupture du tube digestif dans la paroi abdominale qui peut entraîner donc un état de choc responsable d'une défaillance multiviscérale. Dans ce cas-là, le décès, il est à 100% en absence du traitement. Comment faire le diagnostic d'une souffrance intestinale? Donc, malgré, c'est-à-dire quelques signes donc, qui ont été rapportés, le diagnostic clinique, il est un peu difficile parce que, premièrement, donc la douleur abdominale, elle est atypique. Deuxièmement, elle peut donc s'accompagner d'un ileus ou bien d'un syndrome subocclusif qu'on peut le voir dans différentes pathologies médicales ou bien chirurgicales, les coliques hépatiques, les coliques néphrétiques d'origine médicamenteuse, les pathologies donc hématologiques, ils peuvent donner tout ce tableau-là. Troisièmement, le signe donc le syndrome péritonéal localisé ou généralisé, lorsque, c'est-à-dire il y a une nécrose avec une perforation. Donc, il commence déjà, c'est un stade un peu donc avancé. Quatrièmement, c'est le syndrome inflammatoire de réponse systémique. C'est un syndrome qui se voit au cours des syndromes infectieux sévères. Sur le plan clinique, on le connaît par la fièvre, des frissons, sur le plan biologique, hyperleucocytose, avec des troubles de la conscience, des hémorragies, des pétéchies, etc. Quatrièmement, on peut avoir une diarrhée, une dénutrition avec anorexie, une intolérance alimentaire. Dès que le malade il prend une bouchée de pain au lait, donc secondairement, il va se manifester donc par soit des vomissements, des nausées, voire même des diarrhées. Un tableau de pancréatite aiguë, donc ça rentre dans le cadre d'un diagnostic d'un diagnostic différentiel, mais une obturation ou bien une oblitération d'un vaisseau qui vascularise donc le pancréas, il peut donner aussi un aspect de pancréatite. Et une cholécystite parce que l'artère donc hépatique commun qui va donner l'artère hépatique droite et l'artère hépatique gauche, par lequel donc la vésicule elle va être donc vascularisée par une artère donc propre qui s'appelle donc l'artère cystique. L'oblitération de cette artère ou bien un débit, ça va entraîner une cholécystite. L'hémorragie digestive donc grave, parce que nous avons dit au début qu'il y a une macrocirculation, une microcirculation. Microcirculation qui va vasculariser la sous-muqueuse, donc la sous-muqueuse, la musculeuse et la sureuse. Donc, une atteinte avec une nécrose, elle va permettre donc une perforation ou bien donc un vaisseau qui sera à nu où elle peut être responsable d'une hémorragie cataclysmique. Les examens biologiques, donc en réalité, sur le plan pratique, il n'y a aucun signe biologique spécifique à ce tableau-là. Sauf qu'on peut noter un syndrome inflammatoire tels qu'une hyperleucocytose apolynucléose neutrophile, la protéine C réactive donc, qui est accélérée, mais un stade tardif, on peut avoir des signes d'insuffisance rénale, urée-créate élevée, une acidose lactique, une hyperlactamie. Comment faire maintenant comment faire, c'est-à-dire si l'examen clinique n'est pas spécifique, les examens complémentaires ils sont pas spécifiques, quels sont les examens pour aider au diagnostic? Donc le premier, le premier bilan à réaliser, le deuxième bilan à réaliser après donc un bilan biologique, en réalité c'est un bilan de retentissement. Les examens donc à visite diagnostique, c'est les examens d'imagerie. Donc l'ASP, donc à la recherche premièrement de pneumopéritoine, donc une perforation en réalité doit être un téléthorax associé à un ASP ou bien un ASP comportant les
diaphragmatique, donc à la recherche d'un pneumopéritoine, ou bien on peut avoir, s'il n'y a pas de perforation, on peut avoir donc une aérocolie ou là une aérogrillie, donc sur tout l'intestin, c'est-à-dire des gaz qui sont éparpillés dans l'intestin grêle, voire même sur le côlon. L'échographie, c'est très difficile à réaliser, surtout lorsqu'il y a un illus, un syndrome subocclusif. Donc, on peut la réaliser parfois. Donc, lorsque c'est possible, on doit toujours l'associer à un Doppler qui peut nous montrer la thrombose ou d'autres axes vasculaires mésentériques lorsque cette dernière, c'est-à-dire l'échographie, elle est réalisable. Mais le meilleur examen, c'est l'angioscanner ou l'angio-IRM. C'est l'examen clé. Ils peuvent déposer premièrement le diagnostic positif. Le diagnostic, il permet aussi un diagnostic différentiel. Et troisièmement, l'angio-IRM, donc on peut réaliser quelques gestes de sauvetage, de désobstruction. Donc l'angio-scanner et l'angio-IRM, ils permettent le diagnostic positif, le diagnostic différentiel et donc à visée thérapeutique. L'examen donc endoscopique aussi qu'il faut le réaliser, il peut montrer une colite ischémique non spécifique. On peut réaliser donc soit une fibroscopie haute lorsqu'il y a une lésion du tronc cœliaque parce que les lésions sont au-dessus du côlon transverse. Deuxièmement, donc on peut réaliser donc rectosigmoïdoscopie, voire même une iliocoloscopie, sauf que ces deux examens complémentaires sont parfois dangereux. Donc, pour cela, il faut réaliser un examen clinique à la recherche de défense. Deuxièmement, compléter avec un ASP et téléthorax à la recherche d'un pneumopéritoine pour éliminer. Et troisièmement, l'idéal, c'est de réaliser un scanner. Devant tout syndrome douloureux abdominal, le premier examen radiologique à réaliser actuellement, c'est le scanner. Voilà quelques aspects. Voilà, on vous donne une thrombose. Ça, c'est la veine donc mésentérique supérieure. Voilà, on regarde de la flèche une thrombose étendue dans la veine mésentérique supérieure. Deuxièmement, un épaississement important et circonférence voilà, ça, c'est l'intestin grêle, ou ça, c'est l'épaississement de la paroi du grêle. Ça, c'est un épaississement de l'intestin grêle, de la paroi de l'intestin grêle. Donc, les signes cliniques en fonction de l'étiologie. C'est un tableau récapitulatif, donc résumant les différentes étiologies. En cas d'embolie, embolie artérielle, on voit surtout aussi des nausées et des vomissements. Une diarrhée transitoire, des selles sanglantes, une distension abdominale. En cas de thrombose artérielle, c'est l'inverse. Donc, les douleurs abdominales sont marquées surtout par les douleurs abdominales. Elles sont intenses, brutales et permanentes ou continues, qui fait la différence entre l'embolie artérielle, donc une ischémie mésentérique par embolie artérielle ou bien une thrombose artérielle. Deuxièmement, la thrombose veineuse. La thrombose veineuse, le début, donc il est progressif, c'est l'inverse de la thrombose artérielle qui est brutale. Le début, il est progressif, marqué par une distension abdominale, des signes de déshydratation, une diarrhée transitoire et une selle sanglante. L'ischémie non occlusive, donc pas de douleur, des douleurs continues ou diffuses, distension abdominale et nausée, c'est-à-dire le débit donc très difficile à décrire. Les colites ischémiques, aussi le débit est non précisé, mais on peut remarquer deux signes cliniques qui peuvent attirer l'attention, c'est la distension abdominale et la diarrhée sanglante. Donc, l'étude comparative entre les deux tableaux les plus fréquents, donc l'ischémie aiguë de l'intestin grêle, c'est l'ischémie aiguë ou bien l'ischémie artérielle ou bien l'ischémie veineuse. C'est les causes les plus fréquentes. Donc, l'ischémie artérielle, c'est l'embolie de l'artère mésentérique supérieure à l'origine. L'origine, c'est d'origine cardiaque dans 9-10% des cas. C'est en particulier, c'est l'ACFA, les troubles du rythme cardiaque, les valvulopathies et les endocardites. D'autres causes sont rares, tels que les états d'hypercoagulabilité sanguine et les dissections aortiques. Deuxièmement,
l'ischémie aiguë veineuse, c'est les thromboses des veines mésentériques secondaires à une cause inflammatoire, telle que donc une appendicite aiguë, pancréatite aiguë, ou bien sigmoïdite, ou bien au cours des maladies de Crohn. La sémiologie clinique de l'ischémie aiguë de l'intestin grêle d'origine artérielle maintenant. Le début, il est marqué par une douleur abdominale périombilicale, puis diffuse à tout l'abdomen, brutale, intense, permanente, comme on a dit dans le tableau précédent. Les douleurs vers l'ischémie mésentérique d'origine artérielle aussi, c'est les douleurs qui sont intenses et permanentes, météorisme abdominal, une défense et une disparition des bruits hydro-aériques et des vomissements fécaloïdes, fièvre et état de choc. Dans la sémiologie clinique, dans l'insuffisance, dans l'ischémie chronique de l'intestin grêle ou bien ce qu'on appelle l'angor mésentérique. Donc, dans sa forme complète, il se caractérise par des douleurs abdominales postprandiales précoces, augmentant en durée et en intensité. Une inhibition, une anoxie à cause des douleurs, entraînant donc une anoxie alimentaire, une perte de poids avec un état de dénutrition sévère et des douleurs deviennent subentrantes, nocturnes, insomniantes. Elles peuvent annoncer un tableau d'infarctus, donc d'infarctus mésentérique ou bien le syndrome de menace mésentérique. Le régime de diagnostic de l'ischémie mésentérique. L'association, donc maintenant sur le plan clinique, l'association d'une douleur abdominale brutale, sans fièvre, sans défense, sur un terrain à risque vasculaire, c'est-à-dire un valvulopathe, antécédent d'ACFA, donc une insuffisance aortique, une insuffisance tricuspidienne, doit faire suspecter d'emblée le diagnostic d'ischémie digestive. Il faut, dans ce cas, il faut déclencher le bilan radiologique et l'intervention chirurgicale en urgence. Le bilan radiologique, c'est surtout le scanner et l'angioscanner, ou bien l'idéal, c'est l'angio-IRM qui va nous permettre le traitement thérapeutique. La stratégie thérapeutique, donc deux buts à résoudre dans la prise en charge. Il y a deux problèmes. Le premier problème qui est le responsable de la cause, qui est le problème vasculaire. Deuxièmement, la conséquence de cette obturation vasculaire, il y a le problème intestinal. Dans les méthodes, il existe les méthodes générales, dont on a trois volets dans les méthodes. On a les mesures générales, donc c'est les traitements médicamenteux qui va dépendre de l'étiologie retenue. Par exemple, un problème cardiaque, il faut régler le problème cardiaque. Un problème des anticoagulants non pris, donc il faut réinstaurer une anticoagulation, surtout par voie parentérale, telle que l'héparine, etc. Deuxièmement, la radiologie interventionnelle, donc le traitement lorsqu'on suspecte et le thrombus, donc il est jeune, donc radiologiquement, il est accessible à une intervention chirurgicale par une petite incision au niveau de la région inguinale. On va faire rentrer une sonde et à partir de là, il faut dans le but de faire une désobstruction avec une destruction du caillou. Troisièmement, le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, il peut aller de la simple laparotomie sans aucun geste lorsque on voit que l'ischémie elle a atteint la totalité de l'intestin grêle et le côlon. Donc on peut rien faire, on peut fermer. Deuxièmement, lorsque elle est localisée, on peut réaliser des résections segmentaires avec des anastomoses, ou bien si l'état septique ne permet pas, on peut réaliser des résections avec des stomies à la peau. Du point de vue les indications, on peut distinguer dans la maladie ischémique mésentérique deux stades. Le syndrome d'ischémie mésentérique aiguë, donc c'est l'ischémie aiguë qui précède la nécrose intestinale, c'est-à-dire le problème il est purement vasculaire,
accessible, donc un traitement conservateur et correcteur. C'est-à-dire, le traitement, donc, à ce stade-là, le stade 1, donc, on peut utiliser le traitement médical ou bien la désobstruction, donc, la désobstruction radiologique. Deuxièmement, un stade avancé, c'est non traité, l'infarctus mésentérique, donc, il est installé. Les lésions peuvent être irréversibles avec une nécrose nécessitant toujours des résections intestinales. Les indications, donc, en fonction de l'atteinte, donc la radiologie interventionnelle, dans tous les cas, c'est-à-dire au stade de début, ou lorsque il n'y a pas de nécrose étendue, lorsqu'il n'y a pas de perforation. Ces trois indications, donc, c'est le traitement radiologique. Les complications de cette ischémie, c'est les perforations et les nécroses étendues, ils relèvent du traitement chirurgical. Je terminerai donc mon cours. Je dirais que l'ischémie mésentérique est provoquée par l'interruption aiguë ou chronique du flux sanguin splancnico-mésentérique par des mécanismes divers. Le diagnostic est posé par imagerie et ou endoscopie face à un tableau clinique évocateur dans un contexte à risque. La prise en charge vise donc la prévention d'une défaillance multiviscérale par un traitement médical, la préservation de l'intestin par une revascularisation et la résection des segments nécrotiques. Une prise en charge rapide et multidisciplinaire est cardinale afin d'optimiser le traitement et éviter des séquelles fonctionnelles graves à long terme. Et je vous remercie. Docteur Layada. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Tout est bon, merci. Rokia, très bien. Mais toutes les conférences, donc on n'arrive pas à vous entendre. Aïe, 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 aïe. Merci à vous, cher professeur. Mais merci. Toutes les conférences, docteur, il y a les questions dans le... Docteur Layada. Allô, allô. Un nouveau message. Donc, à toutes les conférences, merci. Non, professeur, on vous a entendu. C'était clair. Merci beaucoup. Très bien, très bien, très bien. Merci, docteur. Merci. Docteur Layada. Allô? Oui, docteur Layada. لا لا معليش شوف لهنا ما حاطيني aucune question, tout est bon. On n'arrive pas à vous entendre هذه. Merci à vous, cher professeur. QR اسمح لي
Très bien. QR, لهنا. Très bien. اسمح لي QR, oui. Très bien. كاين 17. Très bien. لهنا, je réponds directement ou là je dois écrire? Très bien. Vous un examen. Merci Rayada. Allah يبارك فيك. Très bien. Donc, docteur, vous êtes un exemple pour nous. Franchement, merci beaucoup pour ces conseils et pour vous efforts en assurant la meilleure prise en charge en gastro. Merci. Très bien. Merci, ma fille. Vous pouvez nous parler de la médecine nucléaire, s'il vous plaît. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Allô, allô? Si elle est atypique avec un risque de mortalité élevé, on est censé de l'éliminer en premier plan. Oui. Tapez. Réponse. Oui. Donc, il s'agit d'une urgence par cela. Pour cela, il faut les urgences les plus fréquentes. Puis, le diagnostic de notre pathologie. De notre urgence. Notre urgence. Très bien. Envoyé. Non? Oui, oui, oui. Skalina, vous nous pouvez parler. Oui, très bien. Vous voudrez répondre à cette question en direct. Oui. Répondez en direct, s'il vous plaît. La clinique, on peut avoir une intolérance. Le mécanisme, c'est une irritation. Concernant donc la question, dans la clinique, on peut avoir une intolérance. Le mécanisme, donc c'est un ileus. Qu'est-ce nous avons dit? Nous avons dit qu'il y a un ileus paralytique, c'est-à-dire une perturbation du péristaltisme, œso-gastro, de tous les types digestifs, et en particulier, c'est l'estomac, le duodénum et le grêle. Ce mécanisme, donc par ce mécanisme d'irritation, donc il peut entraîner une intolérance. Voilà, elle est due à cette intolérance, elle est due à l'irritation. Très bien. Pour vos efforts, en assurant le bien. Très bien. Celle-là. Donc, très bien. Très bien. Donc, docteur, quel est l'examen de référence de première intention? Merci. Donc, je réponds en direct. Donc, il s'agit du scanner. En réalité, actuellement, donc, devant toute douleur abdominale, après l'élimination de quelques urgences donc, médicales, le premier examen complémentaire à réaliser devant toute donc, abdominale, c'est le scanner. C'est le scanner donc, abdominal. En cas d'embolie, les selles sanglants dus au quoi? Donc, pourquoi les selles sont sanglants? Parce que nous avons dit que dans la circulation du tube digestif, il y a la macrocirculation qui est assurée par les troncs, l'artère mésentérique supérieure, le tronc cœliaque, l'artère mésentérique inférieure,
et plus la microcirculation qui est au niveau de la muqueuse, la sous-muqueuse et la musculeuse. C'est à cause de ça, l'oblitération donc il va donner une desquamation de cette muqueuse. Avec les petits vaisseaux, ils vont donc tomber le long du tube digestif. C'est à cause de ça, on peut avoir ce qu'on appelle des selles sanglantes dues à la desquamation de la muqueuse. Pourquoi les douleurs sont absentes dans l'embolie artérielle par rapport à la thrombose? Très bien, très bien, très bien. Parce que, premièrement, parce que la thrombosile, pourquoi les douleurs sont absentes dans l'embolie artérielle par rapport à la thrombose? Donc, premièrement, la définition de l'embolie. L'embolie, donc, c'est in situ. Donc, la constitution in situ, c'est au niveau de l'artère. Par contre, la thrombose, c'est la migration à partir d'une veine, à partir de la veine, qui va entraîner ce qu'on appelle la thrombose. Pour cela, la thrombose, l'embolie, elle va se constituer progressivement, l'embole donc artérielle progressivement. Alors, la thrombose, c'est la migration de tout un matériel, donc qui va entraîner une obstruction totale. C'est à cause de ça, l'embolie artérielle, donc, elle se constitue progressivement au fur et à mesure donc, du passage de la progression du caillou. Pour cela, il donne moins de douleur. Alors, la thrombose, c'est une obstruction totale et brutale de la lumière suite à la migration d'un matériel à partir d'une veine, telle que l'athérosclérose, une plaque d'athérosclérose, dans la migration à partir de la veine, ça peut donner ça. La différence entre embolie et thrombose artérielle. Donc, j'ai répondu à cette question. Je dirais que l'embolie, donc c'est un caillou qui se forme au niveau de l'artère. Alors, la thrombose, elle se constitue au niveau de veine. Donc, elle est due à la migration d'un corps étranger, tel que les plaques d'athérome, qui migrent. C'est une thrombose, même au niveau de l'artère, la migration de ces athéromes, ce qu'on appelle la thrombose. Par contre, l'embolie, elle se constitue à partir du sang, le sang. La thrombose, c'est à partir des parois. Est-ce que peut-être secondaire à une œdème? Oui. Oui. Une ischémie mésentérique aiguë peut être secondaire à une œdème. Effectivement, on peut avoir cette alternance parce que le cœur, il va avoir une nécrose. Cette nécrose, donc les vaisseaux sont remplis de thrombose ou une migration d'une embole à partir du cœur. Ça peut donner, c'est à cause de ça, le but de la prise en charge immédiat dans l'EDM, c'est la coagulation. Donc, il faut un traitement anticoagulant en urgence. Oui, donc je dirais oui. Merci, cher professeur. Merci à vous. Merci à vous, docteur. Et pour la pathologie vasculaire du côlon. Pour la pathologie, donc elle est calquée. La pathologie premièrement du grêle, qu'est-ce qu'on a dit? Nous avons dit que le grêle, il reçoit le type digestif en général, c'est-à-dire l'estomac, le duodénum, l'intestin grêle, le côlon droit, le côlon transverse et le côlon gauche. Donc, il reçoit les 2/3 de cette quantité. Mais le côlon, il reçoit c'est-à-dire la quantité la plus faible par rapport au grêle. C'est le grêle, le duodénum et l'estomac qui demandent beaucoup de sang. C'est pour cela, le côlon, il peut résister à certaines chutes du débit ou bien à certains cailloux. Il y a une circulation collatérale bien développée. C'est à cause de ça, le tableau du côlon, en réalité, c'est lorsque il y a une ischémie mésentérique étendue à tout le côlon, c'est-à-dire c'est la forme la plus grave lorsque tous les troncs, les grands troncs, ils sont donc obstrués.
on peut avoir le tableau le plus typique et le plus fréquent, c'est celui du grêle, celui de l'urgence. Merci. Donc, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez répéter la comparaison entre l'ischémie artérielle et veineuse? Voilà, on va voir. Non, non. Voilà, 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 très bien. Donc, je dirais que l'ischémie aiguë artérielle, donc, du point de vue physio-pathologique, si l'embolie elle est due à l'embolie de l'artère mésentérique supérieure, le plus souvent, elle est d'origine cardiaque. Alors, l'ischémie aiguë veineuse, les thromboses des veines mésentériques sont secondaires à une cause inflammatoire. C'est ça la différence. Donc, le artériel, le plus souvent, est d'origine cardiaque. Par contre, les veineuses sont d'origine inflammatoire, telles qu'une infection, une petite infection de voisinage, telle que les appendicites aigus, une pancréatite, une sigmoïdite. Alors, dans les ischémies donc, aiguës artérielles, le plus souvent, c'est d'origine cardiaque, c'est-à-dire le trouble du rythme, donc les valvulopathies, les endocardites, ou autres causes qui sont rares aussi. Très bien. Est-ce que je peux recevoir la planche conclusion? Merci. Oui. Oui. Oui, vous pouvez la voir. Donc, on va la voir ensemble. La dernière. Voilà. Donc, l'ischémie mésentérique est provoquée par l'interruption aiguë chronique du flux sanguin splanchnico-mésentérique par des mécanismes divers. Le diagnostic est posé par l'imagerie et ou endoscopie face à un tableau clinique évocateur dans un contexte à risque. La prise en charge vise la prévention d'une défaillance multiviscérale par un traitement médical, la préservation de l'intestin par une revascularisation et la résection des segments nécrotiques. Une prise en charge rapide et multidisciplinaire est cardinale afin d'optimiser le traitement et éviter des séquelles fonctionnelles graves à long terme. Très bien. J'ai pu. Donc, ça, comparaison entre ça, c'est bon. Peut-on avoir la diapositive? Oui. Oui, vous pouvez l'avoir. Si vous pouvez m'envoyer votre email, je peux vous les donner, même le cours, les cours, donc en forme PDF. Oui. Merci à vous. Donc, docteur, vous devez répondre oralement, pas la peine d'écrire. Ah, merci. Merci. Très bien. Maintenant, comment on voit à la coloscopie atone ou anémie du péristaltisme? En général, lorsqu'il y a une ischémie, donc une ischémie mésentérique aiguë, le côlon en général, il est atone, c'est-à-dire il n'y a pas de mouvement péristaltique, ni au niveau, donc il est relâché, il est complètement relâché. Donc il est complètement relâché, donc pas de contraction qu'on peut les voir sur donc un type digestif donc fonctionnel. C'est ça l'apéristaltisme. Pourquoi on ne fait rien en cas qui atteint l'intestin et le côlon?
C'est-à-dire, pourquoi lorsque donc l'infarctus entéromésentérique il est étendu à tout l'intestin, à tout le tube digestif et au côlon, parce que il est donc l'exérèse du tube digestif, l'intestin et le côlon, elle est donc, je dirais que le malade ne peut pas vivre sans intestin grêle et il va avoir toutes les insuffisances, les insuffisances possibles sur le plan vitaminique, hydroélectrolytique, les pertes, etc. Donc, c'est à cause de ça, elle est, je dirais, un mot, j'ai oublié un mot, elle n'est pas c'est-à-dire avec la vie, elle n'est pas, j'ai oublié le mot, hein, je m'excuse, mais sauf que, c'est-à-dire le malade ne peut pas vivre sans côlon et sans intestin. Voilà, c'est ça la réponse. Rania Boudissa, merci beaucoup, professeur. À vous, ma fille. Docteur, je fais un scanner. Il a montré un épaississement de 10 cm de la partie jejunale du grêle en faisant la coloscopie était bonne. Quelle demande faut-il faire alors que les symptômes ont diminué un peu? Il a montré un épaississement de 10 cm de diamètre jejunal du grêle en faisant donc la coloscopie était bonne. Ma fille, ma fille, le scanner, il a été fait, donc il va explorer donc l'estomac, le duodénum, l'intestin grêle et le côlon, sauf que la coloscopie, elle va explorer uniquement le côlon. Elle va explorer uniquement le côlon. Pour cela, en réalité, s'il y a un épaississement du grêle, il y a des signes de souffrance du grêle sur le plan clinique, il existe ce qu'on appelle l'abstention thérapeutique, c'est-à-dire il ne faut pas opérer le malade d'emblée, il faut le surveiller. C'est-à-dire sur le plan clinique, la douleur augmente ou bien non, la fièvre. Sur le plan biologique, c'est la formule, car il s'agit d'un examen sensible. C'est vrai, il n'est pas spécifique, mais il est très sensible. La CRP, donc il y a un examen aussi sensible. Si son tableau, donc il va s'aggraver, soit cliniquement l'apparition d'autres signes, il faut opérer le malade. Donc la coloscopie, donc elle est bonne, donc, mais la coloscopie, elle n'explore pas l'intestin. Celui donc, qui doit l'explorer, c'est un entéroscanner. L'entéroscanner, surtout le grêle, le grêle distal, le grêle distal par rapport donc le sécom. S'il n'y a pas de signe d'aggravation, il faut surveiller le malade et par la suite, dès que l'apparition d'un signe d'aggravation, il faut opérer le malade en urgence. Je n'ai pas compris, peu. J'ai pas compris peu, ma fille. Rokia Abora. J'ai pas compris, docteur. Pouvez-vous nous transmettre le cours? Merci. Merci.
Très bien. Très bien. Cher professeur, c'était vraiment super bien expliqué, excellent cours. Et pour la colite ischémique, docteur, on fait que la maladie du grêle. Donc, pour la colite ischémique. Et pour la colite ischémique, docteur, on fait que la maladie du grêle. On fait que la... J'ai pas compris, pardon, j'ai pas compris votre question. Et pour la colite ischémique, docteur, on fait que la maladie du grêle. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez me... Quelle est la conduite à tenir devant cette ischémie? Donc, l'ischémie, donc, devant toute suspicion d'un abdomen chirurgical ou bien une douleur abdominale atypique, donc le premier examen à réaliser, c'est un scanner. Si le scanner, il confirme le diagnostic, maintenant, il faut voir donc les étiologies de cette, s'il y a une embolie ou bien donc une thrombose donc artérielle ou bien une thrombose veineuse, il faut traiter étiologiquement. C'est la cause. Le plus souvent, nous avons dit que les embolies artérielles, c'est d'origine cardiaque. Alors, les thromboses artérielles, le plus souvent, sont en rapport avec un syndrome donc infectieux de voisinage. Donc, il faut traiter la cause. Deuxièmement, lorsque l'ischémie se confirme, le diagnostic d'ischémie il se confirme, il faut une laparotomie exploratrice, quels que soient les traitements médicaux et endoscopiques à réaliser. Mais le traitement chirurgical, il s'impose. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Effectivement, nous aussi pour faciliter, c'est-à-dire l'étude, c'est mis sur le grêle et le côlon. Effectivement, écrit maladie du grêle et du côlon, et voire même de l'estomac. Sauf que le grêle, c'est-à-dire, j'ai dit que la cause, le siège de prédilection de ces ischémies mésentériques aiguës ou bien chroniques, c'est surtout le grêle, parce que c'est le grêle qui reçoit les 2/3 de la masse sanguine circulante donc destinée au type digestif. Pour cela, j'ai dit, on a discuté surtout le grêle et on n'a pas dit le côlon. Le côlon, j'ai dit que c'est-à-dire l'ischémie, elle est de localisation colique, elle est très rare parce que premièrement pour deux choses. Premièrement, la quantité de sang destinée au côlon, elle est moins importante que celle du grêle. Et deuxièmement, nous avons dit que la vascularisation, le côlon, il est bien vascularisé. Il a ce qu'on appelle des arcades bourdantes. Ces arcades bourdantes, il y a une circulation donc collatérale qui va supplémenter le tronc principal. Voilà. Voici l'email.
Les signes, c'est quoi les signes de lutte digestive? Par exemple, je vous donne un petit exemple. Donc, on a le tube digestif. Il y a un obstacle contre la progression du bol alimentaire en mangeant. Donc, le bol alimentaire, il va passer dans l'œsophage, l'estomac, le duodénum, le grêle et le côlon. Donc, les signes de lutte, lorsqu'il y a un obstacle, donc au niveau de l'écoulement normal du bol alimentaire. Donc, l'intestin grêle, n'importe quel segment du tube digestif, il va lutter. Par quoi? En augmentant le péristaltisme, c'est-à-dire il va augmenter encore le péristaltisme pour faire bouger cet obstacle. Ça, c'est des signes de l'hyperpéristaltisme, c'est un signe digestif de lutte, premièrement. Deuxièmement, cet obstacle, il peut avoir deux évolutions. Soit donc le type digestif, il va faire évacuer ce calcul-là, où il va tomber, il va sortir avec les selles. Deuxièmement, parfois, tellement le corps étranger il est important, qu'est-ce qu'on va voir? À la langue, au début, donc, il y a des douleurs. Donc, sur le plan clinique, cet hyperpéristaltisme, elle va se manifester ou s'exprimer par des douleurs intenses, des douleurs abdominales intenses. Par la suite, si cet obstacle, donc, il persiste et le type digestif, le segment digestif, il ne peut pas l'évacuer, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va s'atténuer. Ces mouvements péristaltiques qui sont très intenses au début, donc ils vont se relâcher. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va entraîner une dilatation en amont de cette. Ça aussi, c'est des signes, ce qu'on appelle les signes de lutte digestive. C'est-à-dire qu'il y a un obstacle. Le péristaltisme, c'est un signe digestif. Le relâchement, c'est un signe digestif. Et la perforation aussi, c'est un signe. Donc, il y a une ischémie donc, en amont de l'obstacle. Il va donc avoir donc les signes de lutte. C'est ça les signes de lutte. L'hyperpéristaltisme et le relâchement complet. Les signes de lutte digestive aussi. Le pseudo, ce qu'on appelle l'ileus paralytique aussi, c'est un signe de lutte. Voilà. Je vais mettre. Donc, voilà. Gmail. Très bien. Je vais t'envoyer, ma fille, les conférences et les deux cours et les deux TD. C'est quoi le signe de lutte digestif? Voilà. Très bien. Les signes de lutte. Très bien.